Bonjour à toutes. Bienvenue à la 26e masterclass. Je vous remercie pour votre présence et pour votre confiance parce que il y a des dames qui sont là depuis, qui me suivent depuis le début et qui m'ont même suivi avant le début de mes masterclass puisque ça fait maintenant depuis plus de 22 ans parce que je donne des conférences en Feng Shui et au départ, c'était en présentiel et puis il y a toujours tout ce qui nous arrive en fait nous donne des pistes pour avancer et de nouvelles possibilités. Et c'est grâce au confinement que je me suis mise aux webconférences parce que je reportais tout le temps, j'avais un petit peu peur de la technique, j'avais peur de chipoter. Et puis là, c'est arrivé, il a fallu prendre ses responsabilités et se mettre. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Michèle Gossens. Donc, je suis belge, vous l'entendez certainement mon accent, mais j'habite en France. Voilà. Et donc, j'ai commencé ma formation en Feng Shui en 1998, donc en 1998, et j'ai été diplômée en 2001. Donc, j'ai commencé par une formation en Feng Shui traditionnelle, et puis bien vite, je me suis tournée vers le Feng Shui occidental que je trouvais plus adapté à ma façon de vivre. Mais chacun choisit, chacun a son chemin. Et puis, j'ai approfondi mes connaissances en fait en me formant en Vastu Shastra. Donc, le Vastu Shastra, c'est le Feng Shui indien, puisque ce ne sont pas les Chinois qui ont découvert le Feng Shui, mais les Indiens. Et donc, les Chinois sont allés en Inde et ont ramené le Feng Shui, le Vastu et l'ont adapté à leur mentalité. Je me suis formée aussi en psychogénéalogie, à l'homéopathie chamanique, en EFT, je suis allée jusqu'au niveau 3, en Reiki jusqu'au niveau 2, aux lettres hébraïques, à la PNL, à l'énéagramme, à la logosynthèse, au coaching, et puis j'en oublie certainement. Et donc, je suis gémologiste de formation et je suis également formatrice. Je vous incite à aller visiter ma chaîne YouTube et à liker ma page Facebook Michèle Gossens. Je ne suis pas très active sur Instagram, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais pour l'instant, je suis plutôt tournée vers YouTube et Facebook. Et puis j'ai un site internet. Donc, dans cette masterclass, et si vous la suivez jusqu'au bout, vous allez apprendre ou découvrir dans cette masterclass, donc, dont le titre est « Vos objets ont-ils une âme ?» Eh bien, vous allez prendre conscience du rôle de votre maison sur la santé. Et vous verrez que ce n'est pas uniquement la santé physique. Vous découvrirez aussi l'influence des meubles, des objets de votre maison et vous découvrirez que ça influence votre bien-être et l'harmonie qui règne en vous. Vous allez aussi découvrir les messages que vous apportent les objets de votre maison. Et puis, vous allez découvrir Céline, qui est parmi nous et qui me suit déjà depuis quelques années. Et Céline va vous faire découvrir un objet qui est proche de vous, qui est pour certains un ami, pour d'autres un ennemi, qui est vraiment à part entière un membre de la famille, qui est un objet personnel et qui peut être un objet professionnel indispensable. Donc, je vous laisse la surprise, c'est Céline qui vous fera découvrir cela. Et puis, il y aura des cadeaux à gagner pour 6 d'entre vous. Ce sera un concours un petit peu différent de celui de la dernière fois. Alors, pour celles qui ont suivi la dernière masterclass du mois de janvier, qui parlait de notre objectif pour 2023 et du mot de l'année, eh bien, je voudrais un petit peu voir comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez mis en route? Est-ce que vous avez utilisé les informations que je vous ai transmises? Est-ce
Est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de tester, de se fixer l'objectif pour l'année et peut-être où elles en sont maintenant au premier quart de l'année qui est pratiquement écoulé? J'ai Patricia qui me dit oui, ça s'améliore et surtout avec le mot personnel. Oui, alors ben, moi je l'utilise comme un mantra, ce fameux petit mot personnel, et comme ça, quand je suis un petit peu, quand j'ai besoin de me remotiver ou que j'ai besoin de me booster un petit peu, et ben je me remets en mémoire ce mot qu'on avait trouvé lors de la dernière masterclass. Et puis, du coup, ben, ça me redonne un petit coup de boost, ça me remet dans l'énergie positive et voilà, c'est assez sympa à faire. Enfin, du coup, c'est un bon accompagnant. Je suis très heureuse pour toi que ça fonctionne, Ouais. Patricia. Et donc, si vous n'avez pas pu participer à la masterclass, eh bien, vous pouvez toujours la voir en replay. Vous allez sur mon site, vous cliquez sur l'onglet activités, vous voyez atelier en ligne et vous avez les masterclass. On va parler maintenant du rôle de la maison sur la santé. Hippocrate, le père de la médecine occidentale, disait déjà: l'endroit où vit l'homme joue un rôle important sur sa santé. Donc, il avait déjà découvert que notre maison agit sur notre santé physique. Et vous êtes nombreux, il y a de nombreuses personnes maintenant qui font appel à des géobiologues parce qu'elles se sont rendues compte de l'influence du sous-sol et des différentes ondes, comme le Wi-Fi, le GSM, et donc elles essaient d'y remédier. Donc tout ça agit sur notre santé physique. Mais le Feng Shui, lui, va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que l'homme est un être qui est énergétique. On est animé d'une énergie. L'énergie circule dans notre corps physique et en fait, nous sommes un peu comme des poupées russes, si vous voulez. Nous avons différents corps qui s'emboîtent les uns sur les autres. Donc, notre aura est composée de 7 corps. Nous avons un corps éthérique, un corps mental, un corps causal, bouddhique, divin et émotionnel. Et il existe un 8e corps. En fait, notre maison, c'est un peu comme un 8e corps qui vient s'englober sur tous ces corps énergétiques. Donc, c'est une nouvelle enveloppe qui nous entoure. Donc, notre maison nous influence autant que nos différents corps physiques. Et donc, à l'intérieur de ce corps supplémentaire qu'est notre maison, nous y inscrivons par le choix de la maison, mais par les choix que nous faisons tous les jours et à chaque instant, le choix de nos meubles, le choix de notre décoration, le choix de nos objets, de l'agencement des pièces, l'orientation cardinale, de la façon dont on entre dans la maison, tout ça influence notre vie et notre santé et notre harmonie. Dans notre maison, on y a inscrit tout notre potentiel. Donc, nos qualités, nos compétences, tout y est inscrit. Donc, notre maison, en fait, elle reflète bien sûr de nos goûts, de nos besoins, mais aussi de notre vécu, de notre histoire familiale, de notre histoire personnelle, des secrets de famille, des drames, des objectifs non réalisés. Et elle est aussi le reflet de nos blessures et de nos freins. Mais bien heureusement, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi tout notre potentiel qui y est inscrit. Donc, on peut y recevoir des informations pour évoluer. Notre maison, c'est aussi le reflet de l'image de notre corps physique. Notre maison est un 8e corps, eh bien, elle représente aussi notre corps physique, mais aussi nos pensées, le mental et nos états émotionnels. Et puis, notre maison, c'est aussi le miroir de l'amour que l'on se porte. Quand on aime sa maison, c'est une façon de s'aimer personnellement.
On ne choisit pas une maison par hasard. On la choisit en fonction de nos problématiques, mais aussi du potentiel qu'on peut y trouver. Ça peut agir dans les deux sens. Le fait d'habiter un lieu peut créer ou accentuer une problématique ou simplement notre trait de caractère. Quand je lis cette phrase, elle ne m'appartient pas. Une dame qui vient de m'envoyer un message ce matin. Elle me dit que on voit des personnes ayant quelques points communs avec les propriétaires précédents se remettre à leur ressembler davantage encore quand ils occupent la maison depuis un petit moment. Donc, c'est une dame qui est très observatrice et c'est très bien quand on commence à pratiquer le feng shui, on observe chez les autres, pas dans le but d'un jugement ou pour juger l'autre, mais dans le but d'évoluer et de voir comment ça se passe. Et ça peut être une grande aide pour nous parce qu'à ce moment-là, on se remet en question soi-même en se disant, mais est-ce que depuis que j'habite cette maison, est-ce que moi aussi, j'ai changé? Ou est-ce que je ressemble aux anciens propriétaires? Ou est-ce que ma vie a bifurqué un petit peu et je vais sur la route des anciens propriétaires ou locataires? On ne choisit pas une maison par hasard. Il y a une reconnaissance en fait karmique de cet endroit qui fait qu'on est attiré par cette maison et pas une autre. Alors certaines personnes me disent ben oui, ben c'est parce que c'était le prix ou parce que c'était proche du travail ou de l'école. Bien moi je leur dis oui, éventuellement ça c'est l'information consciente, mais il y a aussi des informations inconscientes. Cette dame a fait une autre observation, c'est qu'elle connaît un artisan qui est jeune, dynamique, fiable, efficace. Et au bout d'un an, il était gagné par les mêmes travers que son prédécesseur. Il est devenu décevant à tous les niveaux. Et elle s'est aperçue qu'en reprenant l'entreprise, il n'a pas changé le nom de l'entreprise. Et en visitant les lieux, elle a constaté que le bureau était resté dans le même état, les mêmes meubles, la même disposition, les mêmes piles de dossiers au même endroit, le même showroom. Est-ce une coïncidence? Moi, je dirais non, il n'y a pas de coïncidence. Ce monsieur a été attiré par ce lieu parce qu'il avait cette reconnaissance karmique, mais en même temps, il n'en a pas pris conscience, donc il est parti dans l'énergie des anciens occupants du lieu. Il n'a certainement pas fait de purification, il n'a pas eu une prise de conscience, et c'est son droit, hein. Tout le monde n'est pas prêt au même moment, mais oui, effectivement, si on n'en prend pas conscience, on repart dans le vécu des anciens occupants et dans leur énergie. C'est pour ça qu'on se rend compte que quelquefois, il y a des maisons à divorce, des maisons à faillite, tout simplement parce que on n'a pas procédé aux améliorations. Alors, il ne faut pas non plus rendre la maison responsable. On a choisi cette maison parce qu'on y avait ça à y vivre. Donc, on a des expériences à vivre que l'on peut accepter ou pas et on peut aller vers une amélioration. Donc, moi, je dis toujours, aucune maison n'est mauvaise. Simplement, il faut en prendre conscience. Choisissons-nous une maison en fonction de nos problématiques? Ben, effectivement, oui. Le fait d'habiter un lieu peut, parfois, si on n'a pas pris conscience, et tant que l'information ne vient pas à la conscience, l'expérience va chaque fois se répéter. Comme je disais, on ne choisit pas une maison par hasard, nous la choisissons parce qu'il y a une reconnaissance karmique. Donc, le choix de votre maison est le reflet uniquement des décisions conscientes et en plus de choix inconscients. Tout nous donne des informations de la matière des murs. Une maison en pierre, une maison en briques, une maison en bois ne donnera pas les mêmes informations. Au choix de la toiture, une toiture pointue, une toiture à 4 pans, une toiture plate, donc une plateforme. Au revêtement de sol, on choisit du parquet, du carrelage, du marbre. Tout ça influence notre vie de tous les jours. La décoration, bien sûr, et chaque objet qui nous entoure. Donc, notre maison
nous donne des informations et c'est à nous de les découvrir. Avant de jeter, de vendre ou de donner un objet sans en comprendre le sens du geste, eh bien, ça nous fait passer en fait à côté d'occasions de comprendre comment nous fonctionnons. Et donc, comme aujourd'hui, on va plus particulièrement parler des objets, eh bien, les meubles et les objets de la maison influencent notre bien-être. Donc, les objets et les meubles sont animés, tout comme nous, d'une énergie. Donc, cette énergie, elle émane, elle rayonne et elle peut soit augmenter ou au contraire abaisser le niveau vibratoire du lieu. Et donc, comme il est en répercussion avec notre santé, augmenter ou diminuer notre taux de vitalité. Donc, les objets possèdent une qualité énergétique et un taux vibratoire. Et donc, lorsqu'on parle d'objets de la maison, il faut penser aussi également aux vêtements que l'on porte, à nos sous-vêtements, à notre trousseau de clés, à notre véhicule, à notre portefeuille, à notre sac à main, à notre agenda. Plus l'objet est proche de nous et plus il est en contact avec nous et plus il nous influence. Donc, nos vêtements nous influencent plus encore que notre maison. Notre jardin nous influence moins que notre maison. Donc, il existe en fait des cercles concentriques d'influence. Et donc, l'intérêt de bien harmoniser sa maison, c'est d'aller le plus loin possible dans les corrections, dans les différents cercles d'influence. Donc, nous tissons en fait des liens avec tous les objets que nous possédons. Donc, c'est comme s'il y avait un fil imperceptible qui nous relie à chacun de nos objets. Donc, on a un lien fonctionnel, bien sûr, pour quand c'est un objet d'utilisation pratique, par exemple, et utile. Donc, il y a un lien, en fait, fonctionnel. Il y a aussi, avec les objets, un lien affectif. Hein, on est rempli d'émotions et il y a des objets aussi qui possèdent une mémoire. Enfin, tous les objets possèdent une mémoire, mais il y a des objets qui possèdent la mémoire familiale, les objets qui ont été hérités, donc qui ont été transmis de génération en génération. Et puis, il y a un lien aussi imaginatif par nos rêves et nos fantasmes. Donc, plus nous accumulons d'objets, eh bien, plus nous tissons des liens. Donc, quand il y a trop de liens, bien, c'est un peu une cacophonie mentale, puisque c'est un peu comme une pelote de laine qui se mêle quand il y a trop d'objets, donc trop de liens avec trop de choses. Mais pas de lien peut aussi nous enfoncer dans une rigidité intellectuelle. Donc, attention, il faut être vigilant. Il y a nombre de personnes qui s'imaginent que le feng shui, c'est un environnement zen, vide. Non. Le feng shui, c'est la recherche de l'équilibre du yin et du yang. Donc, trop, c'est trop, et trop peu, c'est trop peu. Donc, il faut toujours essayer de retrouver cet équilibre. Quand il y a une accumulation d'objets d'une même utilité, on appelle ça une collection. Et une collection, elle est là pour nous faire grandir, pour nous informer. Donc, c'est souvent suite à, entre guillemets, un mal-être que l'on fait une collection. J'en ai déjà parlé dans des précédentes masterclass. Nos objets ont-ils une âme? Pour moi, oui. Je ne suis pas là pour vous en convaincre, mais pour vous donner des informations. Ou d'où vient plutôt la qualité énergétique de nos objets? Eh bien, lorsque l'objet est fabriqué, eh bien, ça peut être un objet qui est de fabrication industrielle, mais il y a toujours quand même la main de l'homme qui intervient.
soit pour l'emballage, soit pour terminer l'objet. Et donc, dans cet objet, il y a une mémoire de la personne qui a fabriqué l'objet. Si c'est un objet qui a été fait à la main, eh bien, dans cet objet, il y a l'énergie de la personne qui l'a fabriqué. Il y a eu un échange d'énergie. Donc, si une personne a fabriqué cet objet avec une contrainte, avec un mal-être, parce qu'elle ne se sentait pas bien lors de sa fabrication, soit qu'elle était malade, soit que l'énergie n'est pas idéale dans le lieu où elle travaille, elle aura transmis une énergie de basse qualité. Alors, il faut être vigilant aussi, parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte, qu'il y a de nombreux artistes qui vantent leurs œuvres, mais il faut être vigilant avec les œuvres des artistes, parce que parfois, ce sont des personnes qui créent une œuvre et pour y justement expulser leur mal-être. Quand on voit par exemple les œuvres de Dali, bien, on peut en déduire que c'était quand même quelqu'un qui était un peu torturé. Donc le fait de créer ces œuvres, eh bien, il expulsait un mal-être. Soyons vigilants. On peut très bien s'imaginer acheter une œuvre de qualité vibratoire avec une fleur de vie ou autre, mais en fait, la personne qui l'a créée était à ce moment-là dans le mal-être et elle y a mis une énergie qui n'est pas favorable et qui ne sera pas bonne pour vous. Alors, il y a certains objets aussi, j'ai eu le cas d'un tableau qui avait été créé par une artiste et en fait, elle avait utilisé un compas pour tracer le mandala et donc, il y avait la pointe du compas, la pointe sèche du compas qui avait fait un trou dans la toile. Et donc, quand on trace un mandala, il faut qu'il ait un centre. Mais là, qu'est-ce qui se passait? L'œuvre avait perdu toute son énergie parce qu'il y avait une fuite d'énergie. En fait. C'est que toute l'énergie du mandala fouillait par le centre. C'était plus un mandala et l'œuvre n'avait aucune qualité vibratoire. Alors, aussi l'environnement qui intervient dans la qualité vibratoire de l'objet, puisque l'objet se charge de l'énergie du lieu où il a été stocké, donc entreposé. Donc, s'il est passé par un entrepôt qui était près d'un hôpital, par exemple, ou d'une déchetterie, eh bien, son taux vibratoire a baissé. Si il est placé dans votre garage, à côté des poubelles, par exemple, eh bien, son taux vibratoire va baisser également. Donc, l'objet, ça ne veut pas dire qu'il est nocif à tout jamais, il aura besoin d'une purification. Alors, quand on procède à une purification, on nettoie les énergies négatives, normalement nocives, mais ce qu'il y a, c'est que là, alors, il n'y a plus d'information. Tout est nettoyé. À partir de ce moment-là, il faut aller y remettre une information et il faut ouvrir l'objet aux émanations vibratoires. Et puis, il y a aussi l'état de l'objet. S'il est abîmé, s'il est cassé, s'il est fendu, il perd en qualité vibratoire. Et puis, il faut tenir compte aussi de la symbolique universelle. Vous pouvez avoir des objets qui représentent une fin de vie ou qui représentent, mettons, la porte d'une prison. Donc, ça pourrait inspirer le manque de liberté. Mais il y a aussi des objets, bien sûr, qui sont positifs et qui peuvent représenter l'amour, l'union. Ça, c'est ça, symbolique universelle. Mais il y a aussi la symbolique personnelle. Donc, une symbolique universelle qui peut être, entre guillemets, positive, peut être nocive pour vous. Je donne toujours l'exemple de la petite statuette de chien. Si une personne aime les chiens, eh bien, une statuette qu'elle a reposée chez elle d'un chien peut être, donc la symbolique universelle d'un chien, c'est souvent représentant la fidélité. Donc, pour la personne, elle se souvient du petit chien qu'elle a eu, qui était bien gentil, bien fidèle, qui l'accompagnait pendant quelques années, et c'est une symbolique positive.
Par contre, une symbolique de chien peut être nocive pour une autre personne parce que ça lui rappelle le souvenir où elle a été mordue par un chien. Il faut tenir compte de la symbolique universelle, mais aussi de la symbolique qui vous est personnelle. Alors, il faut tenir compte aussi de la matière de l'objet. Un objet qui est plutôt yin, par exemple comme le matelas, eh bien, absorbe les énergies des personnes qui dorment dessus. Donc, si vous changez de partenaire, eh bien, et qu'un nouveau partenaire arrive et que vous utilisez le même matelas, il va peut-être se sentir rejeté tout simplement parce qu'il y a la mémoire de l'énergie de votre ancien compagnon. Les miroirs aussi, les miroirs reflètent et donc ils absorbent une énergie. Donc, restons vigilants avec tous ces objets. Puis, la manipulation. Quand une personne, un objet est installé dans un magasin, une personne va la manipuler, elle va lui transmettre une partie de son énergie. Et donc, si la personne est malade, pas bien, nocive, eh bien, ça va justement envoyer et faire baisser en fait le taux vibratoire de l'objet. L'influence de l'objet fonctionne aussi au-delà de tout ce que je viens d'expliquer, de son aspect extérieur ou du côté physique, mais il agit aussi au niveau émotionnel et au niveau mental. Nos croyances. Chez nous, en général, quand on voit une coccinelle, on dit que ça porte bonheur. Peut-être que dans d'autres contrées du monde, eh bien, ça pourrait symboliser quelque chose d'autre. Le fer à cheval, chez nous, on sait que ça porte bonheur. Pour un Chinois, un fer à cheval, ça ne représente pas le bonheur. Il a d'autres croyances. C'est aussi notre vécu. Si, pendant notre enfance, on nous a répété certaines informations par rapport à un certain type d'objet, eh bien, nous avons ce vécu qui fait que l'objet peut changer et d'objet entre guillemets bénéfique pourrait devenir plutôt nocif. Et puis, par notre généalogie, donc par la transmission, comme je disais tantôt, de génération en génération, et puis par nos freins, hein, un objet peut être pour nous une symbolique de frein et les blessures dont nous sommes porteurs. Moi, je vais vous raconter l'histoire de la table de mon arrière-grand-mère. Et ça m'est arrivé il y a quelques mois où j'en ai pris conscience et c'est de là qu'est m'est née en fait l'idée de parler des objets, de l'âme de l'objet dans cette masterclass. Donc, c'était une petite table, vous la voyez ici en photo lorsqu'elle était installée dans mon ancienne maison. C'est une petite table en bois qui traînait en fait dehors dans le verger de mon arrière-grand-mère. Mon arrière-grand-mère en fait habitait avec deux de ses filles qui étaient les demi-sœurs de ma grand-mère. Et ma grand-mère, voyant cette table traîner, avait envie de la récupérer puisqu'elle disait, bon, elle est en train de pourrir dehors, pourquoi la laisser comme ça? Et donc, elle a fait la demande à mon arrière-grand-mère pour récupérer la table. Et comme c'était un peu ses filles qui dirigeaient la maison, eh bien, les demi-sœurs ont refusé de donner la table à ma grand-mère. Et donc, la table est restée là dans le verger. Au décès de mon arrière-grand-mère, donc une de mes grands-tantes rachète la maison. Ma grand-mère, à nouveau, souhaite récupérer cette petite table. Et à nouveau, ma grand-tante refuse. La table reste encore dehors. Je ne comprends pas comment, en restant des années autant dehors, elle a pu être aussi bien conservée. Et puis, mes deux grands-tantes, l'une n'avait pas eu de descendance et l'autre n'en avait plus. Ben, au grand étonnement de maman, puisque l'entente n'était pas très bonne, maman hérite de cette fameuse maison. En mémoire à ma grand-mère, je demande à maman si je peux récupérer cette table.
Et donc, dans la première maison, la maison précédente, tout s'est bien passé. La table restait dans le living, tout, c'était impeccable. Et donc, vous avez vu, il y avait différents objets qui étaient installés dessus. Et puis, j'arrive dans la maison que j'habite actuellement, il n'y a jamais de hasard. Et là, c'est une mémoire inconsciente qui a joué, c'est que je me suis retrouvée dans le village où mon arrière-grand-mère a vécu au début de son mariage. Et si vous allez voir la masterclass avec le Feng Shui et la psychogénéalogie, j'y raconte cette fameuse histoire de mon arrière-grand-mère. Et donc là, dans cette maison, je ne sais pas pourquoi, elle n'a jamais eu sa place. Une fois, je la mettais à un endroit, je trouvais qu'il n'y avait pas suffisamment de place, puis je la remettais dans un autre endroit du living, et elle n'avait jamais sa place. Jusqu'au jour où, début ici du mois de janvier, vers le mois de janvier, on décide de repeindre le living. Et là, la table n'avait vraiment plus sa place dans le living. Je vais la déposer dans la chambre d'amis. Et comme à nouveau, il n'y a pas de hasard, elle se retrouve dans la zone santé-famille du bagua général de la maison. Mais je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en débarrasse? Est-ce que je la vends? Est-ce que je la donne? Les enfants n'en voulaient pas. M'en débarrasser, c'était un peu comme si je trahissais ma grand-mère, qui avait tant voulu cette table et qui, en fait, ne l'a jamais eue. Et donc, comme j'ai toujours besoin d'aller décrypter toutes les informations, je me suis dit, il faut que je décrypte le message de cette table. Et je me suis rendu compte, moi qui pensais l'avoir désactivée depuis de nombreuses années, c'est que j'activais à nouveau la blessure d'injustice. Mais pas ma propre blessure d'injustice, c'était l'injustice qui avait été faite à ma grand-mère. Je pense que vous commencez à comprendre maintenant que les symptômes que nous vivons, le symptôme c'était cette table n'a plus sa place dans cette maison, ben, ce sont des messages de l'objet. Et qu'il ne suffit pas de traiter uniquement le symptôme en se débarrassant de l'objet. Pourquoi? Parce que même si on se débarrasse de l'objet, si on ne soigne que le symptôme, eh bien, ça va apparaître sous une forme différente. Et tant que l'information n'est pas venue à la conscience, ça sera répétitif de plus en plus et quelquefois de plus en plus grave. Ce que j'ai fait pour désactiver la blessure d'injustice que j'avais activée, c'est que j'ai choisi de faire un tapping EFT pour désactiver cette blessure d'injustice. Et d'ailleurs, j'ai enregistré la vidéo et je vous en parlerai un petit peu plus tard. La morale de l'histoire ici, c'est que avant de jeter, de donner ou de vendre un objet, il est utile de passer par plusieurs étapes. Et vous allez voir, je suis passée par la première étape, faire venir à la conscience au travers de l'objet la problématique que je devais solutionner. Attention, c'est de ne pas faire intervenir le mental. J'ai parlé tantôt de décryptage, tout simplement parce que si vous vous dites « mais pourquoi j'ai cette table, pourquoi j'ai cette table ?» Là, votre mental va vous jouer des tours et vous risquez d'avoir des fausses informations. Donc, c'est vraiment aller chercher à l'intérieur de votre crypte les messages que vous transmette l'objet. La deuxième étape, c'est un petit peu de décrypter l'objet et en ne faisant pas intervenir le mental, donc tout simplement en voyant sa forme, sa couleur. Et donc là, à ce moment-là, vous ne faites plus intervenir le mental, vous n'avez pas dire pourquoi il est rouge, mais effectivement, il est rouge, il est en bois. Et là, votre intuition va jouer le jeu et va vous donner des messages. Et la troisième étape, quand on a décrypté, c'est d'aller désactiver soit le frein, dans mon cas c'était une blessure, ou la mémoire qui est en lien
avec l'objet. Est-ce que vous avez un petit peu compris la démarche? Est-ce qu'il y a des questions? Eh bien, maintenant, ça va être à votre tour. Je vais vous proposer maintenant de faire l'exercice. Choisissez à l'instant présent un objet qui, pour l'instant, dans votre maison, vous dérange. Donc, ça peut être un objet auquel vous tenez tout particulièrement, mais ça peut être aussi un objet que vous détestez. Ou alors, un objet dont vous ne sépareriez pas pour tout l'or du monde. Ou un objet qui vous pose problème. Est-ce que je dois le garder? Est-ce que je ne dois pas le garder? Ou alors, ça peut être aussi un objet qui tombe régulièrement en panne ou qui se dérègle. Si vous avez une petite feuille sous la main et de quoi noter, notez le nom de l'objet. C'est toujours intéressant de noter parce que quand vous notez, vous introduisez l'énergie sur papier. Donc, vous faites descendre dans la matière l'information. Est-ce que vous avez trouvé l'objet? Il ne faut pas chercher bien longtemps, vous pourrez refaire l'exercice plus tard chez vous. C'est OK pour tout le monde? Oui? Alors, maintenant, notez, si vous avez de quoi noter, dans quelle pièce de la maison il se trouve. Est-ce dans le living? Le living sera plutôt une connotation sociale. Est-ce que c'est dans votre chambre de couple? Même si vous vivez seul, c'est une chambre entre guillemets de couple. Est-ce qu'il est dans cette chambre? Là, ça symboliserait plus votre vie en lien avec votre vie amoureuse. Est-ce que c'est dans votre bureau? Là, ce serait plutôt en lien avec votre vie professionnelle. Est-ce que c'est dans la salle de bain? Là, ce serait plus en lien avec votre image personnelle. Si c'est dans la cuisine, c'est plus en lien avec la santé physique. Et puis, dans quelle zone du bagua plus particulièrement? Si vous ne connaissez pas le bagua, en fait, c'est une carte symbolique que l'on dépose sur le plan de son habitation et qui représente les différents secteurs de notre vie. Si vous ne connaissez pas le bagua, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, de noter comment tracer le bagua de sa maison et vous allez découvrir une vidéo qui vous explique comment faire. Et puis, cet objet qui, entre guillemets, vous dérange, quel est son état? Comme je disais tantôt, est-ce qu'il est nickel? Est-ce qu'il a des fêlures? Est-ce qu'il a des éclats? Est-ce qu'il n'est plus en très bon état? Il est décrépit? Il manque de peinture? Et que représente-t-il? Quelle est sa symbolique? Sa symbolique universelle? Une représentation d'ouverture, une représentation d'amour, une représentation de croyance spirituelle. D'où vient-il cet objet? Est-ce que c'est un objet que vous avez hérité? Est-ce que c'est un objet qu'on vous a offert? Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez trouvé aussi? Et que se passe-t-il depuis que vous en êtes en possession? Est-ce que, un peu comme moi, il vous dérange, il ne trouve pas sa place, vous le changez de pièce en pièce, vous le dissimulez, ou au contraire, vous le faites réapparaître quand quelqu'un vient?
Moi, j'avais ma maman qui, lorsqu'une personne venait, c'était un cadeau qui ne lui plaisait pas, et il avait son petit clou au mur du living, et dès que la personne venait, maman rattachait l'objet. Alors, pour l'instant, quel est le souvenir qui vient à vous? Sans chercher, hein. N'allez pas dans votre mental. Quel est le souvenir qui revient comme ça à vous par rapport à cet objet? Est-ce que vous l'avez laissé tomber, par exemple, en nettoyant? Est-ce que le chat l'a fait tomber en passant? Est-ce qu'il a été recollé? Et puis maintenant, quel sentiment vous avez en regardant cet objet? Est-ce que vous vous sentez, attention, pas faire intervenir le mental, est-ce que vous vous sentez abandonné? Parce que cet objet, il vous a été donné et puis la personne a rompu tout lien avec vous quelque temps après. Ou cette personne vous a rejeté. Ou alors, ce qui vous fait vivre un sentiment d'injustice, comme moi je l'ai vécu. Vous récupérez un objet, par exemple, qu'on vous avait dérobé, qui était votre propriété, ou celui de votre famille. Ou bien, vous vous êtes dit, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Pourquoi on ne veut pas me donner cet objet? Pourquoi j'y ai pas droit? Ou pourquoi, en regardant cet objet, j'ai l'impression que les autres réussissent dans la vie et pas moi? Que c'est injuste, trop injuste. Ou alors, est-ce que vous avez un sentiment de trahison? L'impression qu'on vous a trahi, soit en vous donnant l'objet, ou en l'héritant, ou en l'achetant aussi. Ou alors, vous vous êtes senti humilié quand vous avez soit acheté, soit reçu cet objet. Alors, j'ai une personne qui me dit, tiens, c'est un peu difficile du fait que je n'ai pas de maison, mais on a tous des objets. Comme je le disais au début de la masterclass, nous avons au moins un vêtement. Ça peut être aussi un vêtement que l'on a dans son dressing. Et chaque fois, on met la main dessus, on fait pour le mettre et puis on dit non, tout compte fait, je ne vais pas le mettre. Mais pourtant, on ne le donne pas, on ne le vend pas, on ne s'en débarrasse pas. On a aussi un sac à main. Et à l'intérieur de notre sac à main, on a un portefeuille, ne fût-ce que notre portefeuille. Comment votre portefeuille, il représente votre abondance? Posez-vous un petit peu la question, comment est votre portefeuille? De quelle couleur il est? Donc, tout ça sont des informations. J'ai un jour un monsieur, puisque dans une autre vie, vous savez que j'avais une bijouterie, qui m'a dit, Madame, je ne suis pas assez riche que pour acheter du bon marché. Donc, dans son esprit, c'était sa croyance. Quand on achète du bon marché, c'est pas de la qualité, donc il faut le remplacer souvent, donc ça coûte cher. C'était sa croyance personnelle. Mais est-ce que les objets que vous possédez représentent l'amour que vous vous portez? J'avais une dame qui un jour m'avait expliqué qu'elle ne s'achetait pratiquement pas de vêtements. Elle préférait acheter des vêtements pour son fils parce qu'il fallait qu'il soit bien habillé pour aller à l'école, qu'il ait des vêtements de marque, alors qu'elle se considérait sans importance. Eh bien, à votre avis, ça représente quelle blessure, ça? Je n'ai pas d'importance. Je n'en vaux pas la peine. Je m'excuse d'exister. C'est la blessure d'humiliation. Ici, vous avez déjà franchi en fait les deux premières marches, les deux premières étapes. Hein, comme je vous ai expliqué, déjà, l'objet est venu à la conscience, il me dérange. La deuxième marche, je décrypte
son information, son message. Et puis, la troisième marche, c'est, comme je vous l'ai dit, nettoyer ou désactiver, comme ça a été le cas pour moi, la blessure. Alors, je vous invite à rester bien jusqu'au bout, jusqu'après l'intervention de Céline, parce que vous allez découvrir comment participer au concours pour recevoir le replay de la masterclass et le tapping EFT pour désactiver la blessure en lien avec l'objet. Moi, j'ai choisi l'EFT parce que c'est une pratique qui me convient bien. Je la trouve relativement simple, même si il faut bien cibler ses mots quand on pratique l'EFT. Mais pour moi, je trouve que c'est une pratique très, très efficace, en tout cas pour moi. Peut-être que vous avez d'autres techniques, et je le dis souvent, chacun a ses préférences, et quand on a des préférences, c'est souvent la technique qui nous convient le mieux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez pu réaliser l'exercice facilement, et est-ce que ça vous a déjà fait des ouvertures? Parce que peut-être que vous n'aurez pas les informations tout de suite, mais que ce soir, en dormant, il y a un rêve qui va venir. Donc, c'est l'inconscient qui va venir à la conscience. Et demain matin, quand vous allez vous réveiller, attention, notez tout de suite l'information que vous avez reçue. Ça peut être entre guillemets, une coïncidence que vous allez retrouver dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Ça peut être, ne fût-ce, moi une fois, j'ai eu le message au travers d'une publicité. Je me posais une question et à la publicité, on disait oui. Mais je n'avais pas compris, je n'aurais pas saisi que là, l'information était là. Et puis, dans la publicité, c'est oui, oui, oui. Ben oui, je n'avais pas compris, il fallait me le répéter plusieurs fois. Donc, laissez venir et surtout, n'activez pas le mental. Lâchez prise, vous n'avez pas eu d'information maintenant, c'est OK, ça viendra, ça viendra. Soyez rassurés, ça viendra. Oui, moi j'ai une question, Michel, oui. C'est Corinne, bonsoir. Bonsoir. Alors moi je n'avais pas d'objet qui me dérange chez moi parce que si jamais j'ai un objet qui me dérange, ben, je m'en sépare, donc voilà, je n'en ai pas. Par contre, j'ai une petite fontaine Bouddha qui ne cesse Enfin bon, une fois sur deux, elle fonctionne, tu vois, donc là, elle fonctionne plus, donc ça m'ennuie vraiment. Pour l'instant, je suis en train d'essayer de la réparer. Donc, j'ai pris cette fontaine. Et je n'ai pas pu répondre à tes questions. Déjà, la symbolique, je me suis dit, bon, oui, la symbolique universelle, c'est l'eau, la fontaine. Enfin, tu vois, je n'ai pas pu répondre aux autres questions. Mais en fait, bon, c'est ce qui me vient pour l'instant à l'esprit, c'est que la fontaine, en feng shui, on l'utilise pour activer l'abondance. Oui, c'est ça. Et donc, j'entends... Et donc, quand je dis dérange, c'était peut-être pas le bon vocabulaire que j'ai utilisé, mais ça peut déranger dans le sens positif et dans le sens négatif. Ça me dérange, je l'aime beaucoup. C'est aussi que je l'aime plus qu'autre chose. Ça peut être aussi une information. Mais donc, tu me dis, la fontaine fonctionne par intermittence. Oui, c'est ça. Ben, c'est peut-être te poser la question. Et mon abondance, est-ce qu'elle fonctionne par intermittence? Oui, un peu. Aussi. Voilà, donc, ben, tu vois, ta fontaine te parle et t'a donné un message. Oui. Oui, j'ai intérêt à la réparer de suite. Il faut que je Mais trouve la solution pour la réparer. la réparer, c'est OK. Et bien sûr, il faut que ça fonctionne. Mais là, on traite le symptôme. Après, il faut aller plus loin. C'est d'aller découvrir le frein, peut-être que l'on a l'abondance, la blessure que l'on active. Moi, je vous ai souvent parlé de ma grand-mère qui répétait souvent, vous allez dire, c'est vrai que ma grand-mère maternelle a eu beaucoup d'importance dans ma vie parce qu'elle on a beaucoup été chez elle puisque maman était opticienne et avait un commerce, donc on allait souvent chez ma grand-mère et donc je me rends compte qu'on a eu beaucoup d'influence de ma grand-mère. Et souvent, on est beaucoup plus influencé par sa lignée maternelle parce qu'il y a beaucoup plus d'informations puisqu'on reste 9 mois dans le ventre de sa maman. Et donc, pour revenir à nos moutons, ma grand-mère disait « Je ne suis pas riche, mais honnête ».
Alors, je vous rassure tout de suite, elle avait une bijouterie, donc elle était quand même pas malheureuse, mais pour elle, c'était pas riche. Et mais pour elle, si elle disait qu'elle était riche, et c'était son vécu, son passé, je l'explique aussi dans la masterclass sur Feng Shui et psychogénéalogie, eh bien, elle devenait malhonnête. Donc, c'était une sorte de frein à se connecter à sa véritable abondance et à ne pas la reconnaître. Parce qu'on peut aussi être dans l'abondance et ne pas le reconnaître et de sentir d'être toujours dans le manque, même quand on a les moyens de vivre. Parce que je dois dire qu'ici, nous autres toutes, on a quand même de la chance. On mange tous les jours à notre faim, on a un toit, hein, donc il faut quand même pas se plaindre. Je vous présente maintenant Céline, qui est Céline Martin, qui me suit déjà depuis un certain temps. Et puis, on a eu la chance d'être à Metz, donc tout près de Montpellier, cet été, où on participait, en fait, mon groupe d'huile essentielle de Terra avait organisé un petit week-end, un petit séjour, je pense que c'était 3 jours, où on offrait aux personnes qui le souhaitaient de venir nous rencontrer et il y avait toute une série d'ateliers avec tous les thérapeutes. Et donc, je connaissais Céline virtuellement et là, j'ai pu la rencontrer physiquement. Et donc, Céline, elle est assistante marketing et elle va vous faire découvrir, comme je l'ai dit tantôt, un objet qui est proche de vous, qui est parfois un ami, parfois un ennemi, qui est un membre de la famille, qui est un objet personnel et qui est aussi un objet professionnel indispensable. Est-ce que vous avez deviné? Oui. Oui. Patricia. Enfin, j'ai une idée. Oui. Je pense que c'est un… Je le dis ou pas? Oui. Ouais. Je pense au téléphone mobile. Voilà. Voilà. Eh bien, ce magnifique carré rectangle noir. C'est tout à fait ça. Céline, c'est à toi. Je te laisse la parole et transmets-nous le message de ce GSM, de ce portable et explique-nous comment faire un allié. Merci Michel, bonsoir tout le monde, félicitations Bonsoir. Patricia. Bonsoir. D'ailleurs, le téléphone Merci. n'est pas toujours noir, hein. Très souvent il est noir, mais c'est un peu comme les vêtements quand tu en parles Michel, la couleur de ce téléphone ou de quoi on le recouvre et on le pare, ça a aussi son importance. Alors effectivement, je suis issue de formation juridique. J'ai été assistante marketing qualité pendant un certain nombre d'années dans le BTP. J'ai exercé pendant très longtemps en tant qu'assistante de direction et depuis un peu plus d'1 an, j'ai eu la chance de rencontrer un homme en Corse. Alors on s'est quitté depuis, mais il n'empêche qui était en train d'ouvrir des chambres d'hôtes. Il avait financé les travaux, le projet, mais il avait oublié alors 2 choses. Il avait oublié toute la structure commerciale, administrative et comptable de sa structure. Donc, on s'est retrouvés un 1er avril, il y a un peu plus de 2 ans, où dans 1 mois, elle allait ouvrir les chambres d'hôtes, mais les flyers n'étaient pas prêts, les cartes de visite n'étaient pas prêtes, le site internet, il n'y en avait pas. Et surtout, je me suis aperçue que ce professeur de communication politique à la retraite avait une aversion très particulière avec le téléphone portable. Mais en fait, il avait bâti sa structure sans envisager du tout d'avoir recours à quelqu'un qui s'occupe de sa communication, ni même en ayant une ligne peut-être professionnelle dédiée. Et un soir, en discutant, on part se balader et il me dit « mais j'ai besoin de ton aide là parce que panique à bord, en fait, il savait pas comment il allait gérer tout ça. » Et puis, voilà, c'était mon compagnon de vie, c'était normal que je l'épaule et que je l'aide. Et un jour, il me dit, mais bon sang, tu en as un petit peu marre de ton travail, parce que moi, je travaille dans un hôpital psychiatrique et où, voilà, l'humain n'est plus au cœur des préoccupations de nos dirigeants.
Je pense qu'ils n'entendent pas très bien le téléphone, nos dirigeants, et du coup, il m'a proposé de monter mon entreprise pour pouvoir quitter l'hôpital et pour pouvoir aider alors les entrepreneurs, mais pas que, hein, aussi les responsables d'associations ou simplement les gens qui, dans leur vie personnelle, ont besoin de se réconcilier avec leur partenaire particulier qui est devenu le téléphone, qui centralise un petit peu tout et c'est un peu comme une grande histoire d'amour. On peut le détester beaucoup et en même temps, il est à notre portée de main tous les matins. Il nous sert de réveil, d'appareil photo, d'agenda, de rappel, de GPS. Ce sont nos mémoires. Et en fait, on est bien malheureux quand on le perd. Moi, ça m'est arrivé de le perdre en allant chez des amis. On a passé une journée magnifique. Le chat l'avait fait tomber du canapé. Et en fait, quand je suis arrivée en bas de chez eux, je me suis aperçue que je connaissais pas la route spontanément. Donc, c'était mon appui, c'était mon bras droit, c'était ma canne, c'était, voilà. Et pourtant, je teste, hein, des fois, même moi. Voilà. Donc, j'ai monté mon entreprise plutôt à destination, voilà, des chefs d'entreprise qui sont auto-entrepreneurs et plutôt seuls à se réconcilier avec ces tout, à retrouver un équilibre entre tous leurs outils de travail. Et donc, j'ai monté un programme d'accompagnement pour le printemps. Hop, il est là. Je vais quand même vous en parler. Je vais mettre une pause. Donc, l'idée, c'était de retrouver une sérénité dans son travail, mais pas seulement, parce qu'en fait, ce qui concerne sa propre vie au travail, qu'on soit salarié ou pas, ça concerne aussi sa vie privée, familiale, ses enfants, ses amis. Donc, j'ai sauté sur l'occasion du printemps pour proposer un ménage de printemps avec cette relation d'amour particulière qu'est le téléphone. Du coup, c'est ouvert. Alors, ce programme d'accompagnement est ouvert à tout le monde. Vous pouvez retrouver les éléments sur ma page Facebook. Et puis, pour ceux qui le voudraient retrouver mes coordonnées, je vous les mettrai dans le chat. L'idée, c'est d'avoir 3 mois pour se retrouver soi dans son activité, mais son activité personnelle aussi. Pour certains, ça va être pour gagner en visibilité. Pour d'autres, ça va être en efficacité. Et puis, c'est surtout pour se sentir libre d'exercer votre métier, votre rôle de mère, votre rôle de père, votre rôle de conjoint, de cousin, cousine et dans les associations à tout moment, parce que c'est le propre du téléphone, c'est qu'il a cette magie-là, c'est qu'on peut rester disponible tout le temps, mais sans se sentir explosé par toutes ces sonneries et par toutes ces sollicitations. En fait, quelque part, le téléphone, c'est nous qui le programmons et si on se sent trop sollicité, c'est sans doute qu'on lui en a peut-être trop demandé. Donc, l'idée, c'est de partir pour 3 mois en groupe pour qu'il y ait un égrégore aussi, une force du groupe et du collectif parce qu'on est nombreux à avoir les mêmes problématiques. Et pour pouvoir réaménager alors notre téléphone, mais pas que, tout ce qui gravite autour en fait, et optimiser sa propre organisation de travail, qu'on soit salarié, entrepreneur, qu'on a envie de changer de structure aussi, ou parfois de lieu de travail, parce que parfois on déménage, on change de maison, on a un projet familial. Donc en fait, c'est d'avoir un vrai programme pour pouvoir faire un bilan avec son téléphone et s'en faire un véritable allié dans toutes les facettes de notre vie, ça vous ouvre un champ des possibles. Donc, ce programme, il est né en février. L'idée, c'est qu'en mars, vous puissiez le découvrir et vous dire, j'ai peut-être envie de tenter l'expérience. Et on débutera donc 3 mois, du coup, donc avril, mai et juin, avec un rendez-vous bonus en septembre, puisqu'à la rentrée, je propose un rendez-vous un petit peu plus ludique, tous ensemble, pour pouvoir voir où est-ce qu'on en est, si on va mieux, si on est réconcilié avec son partenaire de vie. Parce qu'un téléphone, souvent, on est marié pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Alors, soit du téléphone, soit de nous. Souvent, c'est plutôt du téléphone. On a plutôt plusieurs partenaires de vie. L'idée, c'est aussi qu'on peut avoir plusieurs téléphones dans sa vie sans tout perdre. Parce que quand il y a des faits réels physiques, on a l'impression parfois de tout perdre et il faut se reconstruire. Et ben avec les téléphones, on peut avoir
une suite qui se passe de téléphone en téléphone, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour nombre d'entre nous. Comme ça, même quand on le perd, on se retrouve et on peut retrouver les éléments qu'il y a à l'intérieur. Euh, du coup, on commence par un état des lieux en avril, on fait un ménage de printemps au mois de mai, on jardine, quoi, hein, on plante des choses, et puis on met en application ensuite au mois de juin. Alors, sur tout ce programme, je suis pas toute seule, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont aidé aussi à traverser des étapes de ma vie, qui m'ont aidé à construire mon entreprise aujourd'hui et à pouvoir vous proposer cet accompagnement-là. Et j'avais aussi envie de pouvoir remercier ces gens-là et de pouvoir en faire profiter tout le monde. Donc, au mois d'avril, il y aura 2 intervenants, dont Michel, qui a accepté en fait de nous parler d'une partie de son activité et de nous accompagner sur la partie visualisation. Et merci Michel, du coup. Ce sera plutôt un voyage intérieur ce mois d'avril, où on va venir un peu creuser votre relation au téléphone et tout ce qui gravite autour de vous. Au mois de mai, il y aura du coup un 3e intervenant qui va venir nous rejoindre, qui travaille avec une méthode qu'elle a mis en place, avec laquelle j'ai gravité moi, pendant quelques mois, quelques années. On se reconnecte à la Lune, aux étoiles. Enfin voilà, vous en découvrirez plus avec Audrey quand elle nous rejoindra sur ce programme. L'idée, c'est vraiment de commencer à venir concrétiser dans la matière, en fait, ce que vous avez visualisé et voulu, et ce qu'on a accouché sur le papier aussi avec Michel. Et moi, en parallèle, sur ces 2 mois-là, j'interviens à vos côtés dans le concret, pour se dire qu'est-ce que je peux faire là concrètement pour que ça aille de mieux en mieux. Donc l'idée, c'est qu'on finisse en juin et que l'été arrive et que vous arriviez à être vous lancer, que vous vous sentiez de mieux en mieux, que ça commence à tourner. Et pour le coup, je vous propose un voyage sur ce mois de juin. C'est un peu le voyage de fin d'année scolaire, puisque normalement, vous êtes censés avoir tous bien travaillé. Et du coup, je vous emmènerai alors dans un lieu que vous ne connaîtrez pas à l'avance. Et là, on retrouvera 2 personnes qui sont aussi entrepreneurs. Alors, je vous fais quitter la France pour ceux qui sont en France. On restera en Europe, rassurez-vous. Et on a quelqu'un qui nous accueillera dans un lieu collectif qu'il a créé, qui est un lieu d'accueil. Il a eu l'occasion d'accueillir des moines bouddhistes il n'y a pas très longtemps. C'est quelqu'un qui est dans un univers de la musique, qui a fait beaucoup de musique, qui a créé beaucoup de musique pour des films. Et il y aura un 2e intervenant qui navigue entre la France et ce pays-là, qui a accouché de beaucoup de bébés de partout, qui vibrent un peu de partout. Et on viendra aussi remettre à l'intérieur de vous un peu de musique, un peu de vibration, en fait, que vous puissiez vibrer tout l'été avec la nouvelle organisation que vous avez mis en place et avec ce téléphone. Voilà. Parce que ça reste quand même un élément clé. Si on peut arriver en juin et que tout le monde se soit réconcilié, ça peut être bien. Donc, j'ai déjà présenté sur 3 rendez-vous ce programme. Aujourd'hui, Michel m'offre l'opportunité de pouvoir vous en parler. Si vous avez des questions, si vous avez envie de peut-être embarquer sur ce programme-là pendant 3 mois et puis pourquoi pas partir en week-end de fin d'année, alors, moi, je vous propose de pouvoir répondre à vos questions si vous le souhaitez, ce soir ou plus tard, quand bon vous semble. Et je vous mettrai dans le chat le lien pour que vous puissiez vous inscrire pour avoir plus de renseignements si vous en souhaitez un petit peu plus. J'espère que voilà, ça vous aura ouvert en tout cas des pistes. Parce que Michel, c'est vrai que tes masterclass sont toujours hyper intéressantes où des fois on arrive en disant le thème, je sais pas si ça correspond à des choses que je vis. Et moi, à chaque fois que j'ai pu travailler avec toi et que j'ai eu la chance de te rencontrer pour de vrai, effectivement, ça va toujours assez loin et très très loin et avec des belles rencontres à chaque fois. Donc je te remercie.
Voilà, donc merci Céline de me donner toutes ces informations parce que c'est vrai que c'est un objet qui est un peu particulier et donc on se pose souvent beaucoup de questions et on a souvent de liens d'attachement avec lui, mais est-ce qu'on l'utilise vraiment correctement? Et je pense que toi, tu nous orienteras bien sur la façon d'utiliser et d'en faire en fait un ami. C'est ça qui est Oui. important, c'est d'en faire un ami. Un vrai partenaire sur lequel on peut se reposer, un peu comme dans un couple, hein. Oui, oui, oui. Et si vous n'avez pas copié le lien, soyez rassurés, vous pouvez m'envoyer un message et je vous enverrai les coordonnées de Céline. Bon, maintenant, on va passer au cadeau. Donc, comme j'avais dit, euh, premier gagnant, une consultation d'1 heure pour désactiver la blessure du moment. Je lui ferai aussi parvenir le replay de la masterclass et la vidéo de tapping EFT. Et 5 autres personnes qui vont gagner le replay, parce que c'est quand même utile pour avoir toute la marche à suivre et pour changer d'objet. Donc, c'est quelque chose qui peut vous accompagner tout au long de votre vie et qui pourra être vu et revu. Et puis, donc, le replay et la vidéo du tapping pour 5 autres personnes. Donc, il y aura aujourd'hui 6 gagnants. Alors, contrairement à la fois précédente, il y aura un peu plus d'investissement de votre part. Il y a toujours, dans tout échange, un échange d'énergie. Comme nous avons des échanges d'énergie avec nos objets, eh bien, nous avons aussi des échanges d'énergie avec les personnes. Et pour que tout soit en équilibre, il faut que cet échange d'énergie soit équilibré. Quand il y a des équilibres d'un côté, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Je vous propose de me faire un petit témoignage, ça ne doit pas être très long, ça peut être en vidéo, ça peut être par écrit, du ressenti de la masterclass d'aujourd'hui. Donc, le premier témoignage que je vais recevoir, eh bien, la première personne qui m'enverra sur mon mail le témoignage, gagnera ou recevra une consultation donc d'1 heure à 1h30 avec moi, d'une valeur de 85 €. Les 5 autres témoignages qui vont suivre, eh bien, les gagnants recevront donc le replay de la masterclass et la vidéo de tapping, donc qui a une valeur de 17 €. Envoyez-moi vos témoignages avant le 3 avril à minuit sur ma boîte mail, donc contact@michel-gossens.com. Alors, notez bien qu'en m'envoyant le témoignage, vous acceptez qu'il soit publié. Comme vous savez que je respecte l'anonymat de chacun et la vie privée, soit vous me dites mon nom peut être mis et inscrit, soit je souhaite un nom d'emprunt sur le site. Donc, vous me le mentionnez et moi, je respecterai votre choix. Alors, pour ceux qui ne remporteront pas un des prix, bien, si vous ne faites pas partie des gagnants, vous avez la possibilité de recevoir le replay. Donc, vous savez que chaque fois, le replay est à 8 €. Ici, je vous propose soit de n'avoir uniquement que le replay ou d'avoir le replay accompagné de la vidéo de tapping pour 17 €. Et là, ça vous permet en fait de désactiver le lien que vous avez avec l'objet. Alors, je parle de liens négatifs parce que les liens positifs, on ne les rompt jamais. Ils restent. Donc, que ce soit avec une personne, que ce soit avec un objet, les liens positifs restent. Mais on peut désactiver ou couper les liens qui ne nous apportent pas de bonnes choses. Voilà, on en vient à la fin de la masterclass. N'hésitez pas à aller visiter mon site, hein. Vous y trouvez, comme je vous ai dit, les replays des masterclass. Il y a une boutique avec les bougies Feng Shui et leurs rituels. Donc, vous savez que les zones du Bagua, dont j'ai parlé tantôt, eh bien, ça correspond à différents secteurs de notre vie. Et donc, chaque secteur est en lien avec un autre secteur. C'est ce qu'on appelle les axes du Tao. Il y a 4 bougies.
8 zones dans le bagua, plus une 9e qui est le centre d'équilibre. Ces zones sont en relation avec une autre zone. Il y a 4 bougies qui permettent en fait de nettoyer peut-être notre vécu. Et donc, il y a la bougie d'amour, il y a la bougie du rayonnement, la bougie de reconnexion et la bougie d'abondance. 4 de ces bougies sont accompagnées d'un rituel de 5 jours. Puis, vous trouverez aussi les bracelets énergétiques. Donc, il y a des bracelets énergétiques pour certains secteurs particuliers de votre vie. Et puis, vous retrouverez aussi mes guides Feng Shui. Vous savez qu'il y a 3 guides Feng Shui, celui de la purification, celui des jardins et le 3e pour les fêtes Feng Shui. Et puis, comme je disais, vous avez les replays des masterclass. Donc, je vous donne rendez-vous dans 2 mois. Donc, la prochaine masterclass aura lieu le 23 mai à 19 h. Si vous avez des questions, si vous avez envie que puisque je n'ai pas encore l'idée de la prochaine masterclass, envie que j'aborde quelque chose de particulier, n'hésitez pas. Moi, toutes les informations sont toujours les bienvenues. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Un grand merci Céline aussi pour toutes tes informations parce que je pense qu'elles seront vraiment utiles. Merci Michel. Voilà, merci. Bonne soirée. À bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.